6 minutes. Qu'une minute de retard, ça va. Oui. Bon, d'abord, encore une fois, merci à vous qui avez fait le déplacement, qui êtes venu assister à une réunion de Saudeville à gauche vraiment le soir de la Saint-Valentin. Franchement, on vous remercie. Je ne sais pas si c'est le début d'une histoire d'amour entre nous. On verra. Ce qui est certain, c'est que nous, on essaiera de ne pas vous tromper dans les années qui viennent, comme on l'a fait dans les années passées. Alors, effectivement, on ne s'est pas trompé. On a annoncé la couleur dès le début, on s'y est tenu. Donc, je vais effectivement essayer de vous présenter rapidement nos propositions sur l'école et la petite enfance. Rapidement, parce que, bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses. On ne va pas prolonger la soirée au-delà du raisonnable. Et puis, rapidement aussi, parce que vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a résumé nos propositions sur l'école et la petite enfance dans ce document de 4 pages que vous pourrez trouver sur la table avec les autres documents qui sont là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce soir la question de l'école et de la petite enfance? On aurait pu aborder d'autres thèmes tout aussi intéressants, mais celui-là nous semblait absolument incontournable et prioritaire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous savez que les communes ont en charge la construction et l'entretien des écoles, elles ont en charge aujourd'hui la définition des rythmes scolaires, c'est elles qui organisent aussi toutes les activités périscolaires et puis qui s'occupent aussi des structures d'accueil collective de la petite enfance. Donc c'est un sujet absolument normal dans le cadre d'une élection municipale, c'est pour ça qu'on l'aborde. Mais c'est aussi parce qu'on considère qu'à Sotteville, la question de l'école et de la petite enfance, c'est un des gros points noirs du bilan de l'USPAN et de Pierre Bourguignon. Alors, effectivement, on parle de bilan de l'USPAN et de Pierre Bourguignon parce que, comme le disait Benoît tout à l'heure, leur fâcherie récente ne peut pas faire oublier presque 24 ans de gestion de la ville en toute complicité. Le bilan actuel, c'est leur bilan. D'accord ? Et sur la question de l'école et de la petite enfance, le bilan actuel, c'est le bilan de l'USPAN et le bilan de Pierre Bourguignon, à l'exception de la question des rythmes scolaires. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Et troisième raison qui fait qu'on avait vraiment envie d'aborder ce sujet ce soir, c'est que ce dossier de l'école et de la petite enfance, il est vraiment révélateur de la façon dont Sotteville est gérée depuis 1989. En fait, il est symptomatique de la maladie dont souffre notre commune, à savoir un exercice solitaire et autoritaire du pouvoir qui fait beaucoup de dégâts. On fait notamment dans ce domaine. Bien, donc j'ai abordé un certain nombre de propositions que nous faisons, et puis après dans le débat on pourra revenir dessus, les préciser, les développer. Vous pourrez bien évidemment intervenir, poser des questions, faire des critiques, on est là pour débattre, donc ça sera tout ce qui permettra l'échange sera le bienvenu. Alors, première question que nous voudrions aborder, c'est celle des rythmes scolaires. Les rythmes scolaires, au départ de cette affaire, il y a une loi qui a été proposée par Vincent Payon et qui a été votée ensuite par les députés socialistes, dont l'USPAN. Alors, pour commencer, nous voudrions dire que nous, cette loi, nous la trouvons mauvaise dès le départ. Elle est viciée. Elle est viciée pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous considérons qu'elle ne s'attaque pas à la racine et aux causes profondes de la fatigue des élèves. Elle est mauvaise également parce que elle doit être financée par les communes. Et c'est une réforme qui coûte extrêmement cher aux communes. Et puis elle est mauvaise aussi parce qu'elle aggrave des inégalités entre communes, entre celles qui peuvent financer des activités intéressantes et celles qui ne le peuvent pas. Et ça, pour nous, c'est intolérable. Donc, au départ, nous considérons que la loi Payon est mauvaise pour ces raisons-là. Et le problème, c'est qu'à Sotteville, en fait, nous subissons une double peine, à savoir une mauvaise loi qui est appliquée n'importe comment. Appliquée n'importe comment, et je le dis parce que nous considérons que le bilan de la réforme des rythmes scolaires qui a été mise en place à la rentrée dernière, en septembre 2013, est clairement négatif. Pour nous, le bilan est négatif.
C'est une des divergences qu'on a avec monsieur le maire qui, pour l'instant, refuse absolument de reconnaître que le bilan est négatif. Bien. Négatif parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, les enfants, à l'issue suite à ces nouveaux rythmes scolaires, sont plus fatigués que les années précédentes, plus excités, que l'organisation du travail scolaire est complètement désorganisée et que les personnels enseignants ou municipaux se retrouvent avec des conditions de travail qui sont dégradées. Donc quand nous disons que le bilan est négatif, il l'est pour tout le monde et à tous les niveaux. Alors, la conclusion logique que nous en tirons, c'est qu'il va falloir remettre à plat ces rythmes scolaires et en définir de nouveaux. Ça, pour nous, c'est incontournable. Ces rythmes sont mauvais, il faut en définir de nouveaux. Évidemment, au niveau de la commune, on ne peut pas remettre en cause la loi Peillon, c'est certain. Par contre, on peut revoir l'organisation pour la ville de Sotteville. Alors, comment faire? Il faut se donner une méthode. Et la méthode que nous proposons, c'est de réunir et d'écouter tous les acteurs concernés. Ce que n'a pas fait M. Bourguignon. Donc réunir et écouter tous les acteurs concernés, ça veut dire réunir les parents, les enseignants, les personnels municipaux, les conseils d'école, les associations aussi qui sont partie prenante des ateliers du midi, des activités proposées. Et puis réunir tous ces acteurs dans un comité de suivi chargé de faire un bilan et de travailler à ce nouveau projet que nous souhaitons. Alors, ce sera un travail, un vrai travail, un travail d'ampleur, un travail passionnant, et nous pensons que ça peut être un travail qui s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Parce que, pour nous, comme pour vous, je suppose, il est particulièrement insupportable d'entendre M. Bourguignon non seulement dire qu'il n'y a pas de problème avec ces nouveaux rythmes scolaires, mais en plus de se livrer en permanence à des exercices d'autosatisfaction en nous disant que nos rythmes sont bons et qu'en plus nous étions pionniers, que nous étions en avance, que nous sommes meilleurs que les autres, que nous n'avons rien à apprendre des autres. C'est faux, il faut arrêter avec ce discours, il faut arrêter avec ça. On n'est pas meilleur que les autres, on a à apprendre de ce qui se fait ailleurs, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, évidemment, si on réunit tous les acteurs concernés dans un comité de suivi, chargé de réfléchir et de proposer, il est bien évident que les acteurs en question ne seront pas forcément d'accord sur tout. Et évidemment, au final, ce sera à la municipalité de trancher. Mais la municipalité peut trancher en s'appuyant sur ce qui fait consensus, ou du moins sur ce qui est largement majoritaire. Or, on sait que si on veut définir de nouveaux rythmes scolaires pour les années suivantes, il y a des choses qui feront consensus ou qui seront largement majoritaires. Alors tout à l'heure, les représentants du collectif des enseignants, des parents et enseignants vont pouvoir nous dire un petit peu les pistes que eux ont pu repérer suite aux questionnaires qu'ils ont organisés pour demander l'avis des parents. D'ores et déjà, nous pensons que par exemple, quelque chose qui fait consensus ou qui est très très dominant, c'est le fait qu'il faille réduire la pause du midi. Ça, on n'y coupera pas. Elle était déjà longue. Pierre Bourguignon l'a rallongée. Non, il faut prendre le chemin inverse cette fois. Il faut réduire et faire en sorte que les activités soient déplacées dans la journée, si nécessaire, vers l'après-midi, selon des formules qui sont, encore une fois, à discuter. Alors, est-ce que c'est possible, après, de mettre en place de nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée prochaine, à savoir en septembre 2014? Peut-être pas. D'autant plus qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur dont on subit les conséquences aujourd'hui, à savoir tomber dans la précipitation et l'improvisation. Donc peut-être que ça sera un travail de plus longue haleine, mais en tout cas, on pourrait d'ores et déjà prendre des décisions s'appliquant à la rentrée prochaine dans des domaines qui sont particulièrement urgents. Alors, nous avons souligné ces domaines dans le petit document que nous avons préparé. Par exemple, pour la rentrée prochaine, il serait absolument faisable qu'on revoie l'organisation du travail des ATSEM pour permettre à ces ATSEM d'être présentes dans les classes entre 11h et 11h30
puisque avec la nouvelle organisation, les ATSEM sont plus présentes sur ce créneau-là dans les classes, qui pose de gros problèmes d'organisation du travail scolaire dans les classes sur cette période-là. Donc ça, on peut le faire dès la rentrée prochaine et on peut le faire sans dégrader les conditions de travail des ATSEM. Parce que notre avis, c'est aussi qu'il faut trouver des solutions qui conviennent à tous, en tout cas qui sont dans l'intérêt général. Hein, on ne va pas essayer de trouver une solution qui serait favorable aux parents, mais qui se ferait contre les conditions de travail des enseignants ou des ATSEM. Il faut essayer de trouver quelque chose qui puisse se faire dans l'intérêt de tous, pour la satisfaction de tous, ou du moins du plus grand nombre. Nous avons d'autres propositions, comme le développement de la relaxation dans les ateliers du midi. Trouver aussi une organisation pour permettre à tous les enfants, y compris les externes, de participer à ces ateliers du midi, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui, le midi, ne peuvent pas participer à ces fameux ateliers, faute de place. Et puis, faute de problèmes d'organisation divers et variés. Donc, il y a des choses comme ça à revoir. La récré du soir, dont tout le monde se plaint, je ne développe pas trop, parce que je pense qu'on va y revenir plus tard. La fameuse récré du soir, qui fait une affaire. Donc voilà, sur ces rythmes, les remettre à plat, pour réouvrir le chantier, pour définir un nouveau projet, et en attendant qu'on soit mis d'accord sur un projet satisfaisant, prendre un certain nombre de mesures d'urgence. Deuxième point qui nous semble important, c'est celui concernant la rénovation de nos écoles, qui pour nous est une urgence et une priorité. Alors, vous le savez, en tout cas les parents d'élèves le savent tous, les personnels, les enseignants le savent également, on a à Sotteville des locaux qui sont particulièrement inadaptés, qui sont devenus inadaptés. On manque de place, on manque de matériel, on a des salles qui sont bruyantes, on a des salles qui sont mal isolées, aussi bien du point de vue thermique que du point de vue phonique. On a des accès qui sont parfois difficiles parce que la voirie aux abords des écoles n'est pas entretenue. Alors, je vous invite à aller un jour de pluie, comme par exemple en ce moment, ça tombe bien, voir une semaine de pluie comme en ce moment, voir un mois de pluie comme en ce moment. C'est donc devant l'école Raspail, par exemple, c'est les abords sont quasiment devenus impraticables. C'est pas normal. C'est pas normal, d'autant plus que ça fait des années que ça dure et que le problème aurait dû être résolu. Donc on pourrait faire une liste très longue de tous les travaux qui sont nécessaires dans nos écoles. Et la situation, elle est d'autant plus grave qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Alors, nous avons vu que l'USPAN intègre à son programme cette année l'idée de la rénovation des écoles. Bon, on dirait mieux vaut tard que jamais, hein, c'est vrai, mais elle aura quand même mis du temps à s'en rendre compte. Et il ne faut quand même pas oublier, parce que faire de la politique, c'est pas simplement prendre des engagements pour l'avenir et faire oublier ce qu'on a fait dans le passé. Premièrement, elle est responsable de cette situation d'écoles qui ne sont pas entretenues depuis des années, mais en plus, elle est responsable d'un certain nombre de décisions qui ont aggravé les problèmes. Je voudrais quand même rappeler que l'USPAN et Pierre Bourguignon, alors qu'ils étaient encore en toute complicité, ont pris ensemble la décision de fermer l'école Mahé en 2008. Fermer l'école Mahé, c'était quelque chose de stupide à bien des égards. Et ça a eu un effet, c'est de transférer les élèves vers l'école Buisson, de surcharger cette école et de la désorganiser complètement. Parce que alors là, il a fallu l'adapter dans l'urgence et ça s'est fait n'importe comment. Sans tenir compte d'ailleurs des avis à la fois des enseignants et des parents d'élèves. Bon. Donc, il ne faut pas complètement oublier le passé quand même. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il y a eu des travaux de fait, il y a encore des travaux de fait dans les écoles de Sotteville. Mais par petites touches, de façon décousue et de façon insuffisante en tout cas. C'est pour ça que nous proposons encore cette année, je dis encore parce que nous proposions déjà lors des dernières municipales. Il n'y a pas de découvrir que les écoles de Sotteville sont inadaptées. Donc nous proposons que Sotteville mette en œuvre un plan de rénovation de nos écoles sur plusieurs années, hein, pour que nos écoles répondent enfin aux exigences des écoles d'aujourd'hui et soient adaptées aux besoins. Alors, évidemment,
ça a un coût, ça aura un coût. Eh bien, ce que nous proposons, c'est qu'on planifie ce coût sur plusieurs années et qu'on fasse un effort comparable pour la prochaine mandature, un effort comparable à ce qui a été fait dans les années précédentes sur la médiathèque, par exemple, ou les gymnases. Sotteville a été capable, et c'est très bien, de se doter de beaux outils comme la médiathèque ou comme les gymnases. C'est fait, nous allons pouvoir en bénéficier dans les années à venir. Eh bien, il faut faire un effort comparable dans le domaine de l'école et de la petite enfance. Il nous semble que c'est le chantier prioritaire. Parce qu'il va falloir définir les priorités. Les gens qui vous disent, on va tout refaire, la place de l'hôtel de ville, les écoles, mettre des caméras, mettre ceci, mettre cela, bon, tout en votant à l'Assemblée la baisse des dotations de l'État aux communes, voilà, je vous incite à ne pas leur faire trop confiance. Donc il y a à faire, il y a à mettre en place un plan de travaux, un plan de rénovation de nos écoles. Alors, si on parle de ces travaux, de ces aménagements à faire, des nouveaux équipements, alors c'est pareil, il y aura des priorités à se fixer. Par exemple, nous on considère que c'est complètement incroyable que dans la 4e commune du département, parce que Sotteville, c'est à la fois la 2e ville de la CREA en termes de nombre d'habitants et la 4e du département en termes de nombre d'habitants toujours, il n'y ait pas un préau dans chaque école. Enfin, c'est complètement dingue. Et encore une fois, ça ne date pas de cette année, ça ne date pas non plus de cette année qui pleut souvent chez nous. Donc, il y a des choses comme ça à faire dans l'urgence. C'est absolument incroyable qu'en 2014 aussi, il n'y ait pas une connexion Internet dans chaque classe. Bon, donc il y a des choses, il faudra, voilà, quand on parle d'une planification sur plusieurs années, il faut définir voilà, les travaux prioritaires, du plus urgent au plus lointain. Il y a tout un travail à faire. Et encore une fois, si on parle de tout ça, il faut se donner les moyens de définir ce plan de travaux, de rénovation, avec les gens qui sont concernés. Il nous semble qu'il faut rompre avec les pratiques de la mairie, qui ne veut jamais rien écouter, rien entendre, rien savoir. On pourrait, si on avait le temps, se raconter 10 000 anecdotes sur des choses qui sont proposées dans les conseils d'école, des choses toutes simples, et qui n'aboutissent jamais, ou alors des années après des années de bataille, parce que la mairie a décidé que tout ce qui ne venait pas d'elle était un crime de lèse-majesté, et qu'il fallait patienter, attendre que M. Bourguignon accepte enfin qu'on fasse ceci dans telle école. Voilà, on pourrait prendre des exemples qui seraient tragicomiques, ça peut aller du papier toilette dans les toilettes des enfants jusqu'à des jeux, etc., etc. Donc il faut rompre avec cette méthode, et ce qu'on propose, c'est que la ville, il ne s'agit pas juste de dire bon, faut élire un maire qui nous promette d'écouter les gens. Non, il faut mettre en place des nouvelles instances qui permettent aux parents, aux enseignants, de se faire entendre et d'être écoutés. Il y en a 3 de ce point de vue-là qui nous semblent vraiment déterminants. Il y en a une, c'est vraiment pas compliqué, c'est de faire en sorte d'ouvrir ce qu'on appelle la commission éducation et petite enfance du conseil municipal aux représentants des parents et des enseignants. En fait, les conseillers municipaux sont régulièrement invités, régulièrement, c'est régulier. Une fois ou mais deux c'est par pas fréquent. Mais bon, c'est pas fréquent, c'est régulier mais pas fréquent. Mais bon, sont appelés à se réunir autour des services concernés, éducation, petite enfance, pour faire le point sur la politique d'éducation et de petite enfance. Donc c'est bien, ça permet aux conseillers municipaux d'avoir un certain nombre d'informations et d'engager un certain nombre de débats. Nous, on pense que cette commission devrait être ouverte aux représentants des parents, des enseignants au conseil d'école, qui pourraient ainsi avoir accès à une source d'information intéressante et poser des questions et faire des propositions. C'est une structure, une instance qui existe déjà, il suffit de l'ouvrir. Ce qui se fait d'ailleurs dans certaines communes. On n'est pas en train de vous proposer quelque chose de délirant. Deuxième instance qu'on pense nécessaire de mettre en place, c'est un comité consultatif sur l'école et la petite enfance. Alors un comité qui pourra associer les représentants de la mairie, des associations, des représentants des parents et des personnels, encore une fois, et qui pourrait permettre de discuter de l'ensemble de la politique de Sotteville dans ces domaines. Ça, ce serait quelque chose d'intéressant.
qui permettrait d'avancer, qui permettrait, à notre avis, des échanges culturels. On pourra prendre des exemples sur ce qu'ils pourraient faire, mais ce serait un outil certainement bien utile. Et puis, dernière chose, ça ne concerne pas que l'école, mais ça concernerait aussi les écoles si ça se mettait en place, c'est les conseils de quartier. Nous défendons depuis 6 ans, encore une fois, la mise en place de conseils de quartier, pour tout un tas de raisons, mais il est évident que ça aurait aussi une utilité en ce qui concerne les questions d'école, puisque si je reprends mon fameux exemple des abords de telle ou telle école qui sont noyés sous la flotte dès qu'il pleut, des conseils de quartier, ça serait aussi un moyen de dire, attendez, il faut réaménager là. Et c'est absolument urgent, c'est absolument important. Voilà, donc de nouveaux outils pour que tout le monde puisse s'exprimer, discuter, échanger. Quatrième point que je voudrais aborder rapidement, celle des garderies périscolaires, celles qui accueillent les enfants avant ou après l'école. Alors là, on va y revenir aussi dans le débat avec des exemples précis s'il y a besoin, mais il y a un vrai problème à Sotteville-lès-Rouen avec ces garderies périscolaires, parce que à Sotteville, ces tâches sont confiées à des associations. Alors, ça peut être une bonne idée en soi, mais on constate concrètement que c'est un modèle qui arrive à bout de souffle. C'est-à-dire que c'est une tâche très lourde qui est confiée à des associations, qui commencent à avoir de plus en plus de mal à trouver des bénévoles pour organiser tout ça. Ça devient même dramatique dans certaines associations. Les volontaires sont de moins en moins nombreux, et puis surtout, ça fait qu'il y a des inégalités marquées d'une école à l'autre, selon l'association qui s'occupe des garderies, et selon l'équipe qui est là, la disponibilité des gens, etc. etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Ce que nous proposons dans ce domaine-là, c'est que dans un premier temps, on réunisse toutes les associations concernées pour faire un bilan avec elles. Voir un petit peu ce qui va pas dans ce modèle-là. Ensuite, on propose que la mairie, d'ores et déjà, prenne en charge le paiement des salariés, des animateurs qui travaillent pour ces associations-là et qui gardent les enfants le matin et le soir. Ça soulagerait déjà beaucoup les associations en question. Et puis nous pensons qu'il faut aller vers la mise en place d'un service public de garderie municipale, c'est-à-dire que ce soit pris en charge par la mairie, ces questions-là, comme ça l'est dans d'autres communes, comme à Rouen, de façon extrêmement efficace et très simple et très économique. Donc, c'est notre objectif. Et on pense que ça permettrait aux associations de parents de se consacrer à d'autres choses, à d'autres projets avec les enfants, avec les parents, avec les familles, etc. Cinquième point qui nous semble important, là on sort de l'école et on rajeunit un petit peu le public concerné, c'est celui des structures d'accueil collectif de petite enfance. Les garderies et les crèches, pour parler simplement. Nous, ce qu'on constate, c'est que Sotteville est une ville qui se rajeunit. Pour vous donner une idée, moi ça m'avait surpris, donc je le dis à qui veut bien m'écouter. Vous êtes obligé de le faire, ça tombe bien. À Sotteville, il y a environ 400 enfants qui naissent par an. Moi, je trouve que c'est un chiffre important. Et si on regarde combien il y a de places dans les structures d'accueil collectives, il y a 130 places. À Bourguignon, une fois élu, ça a été privatisé pour 7 ans supplémentaires notre restauration scolaire et municipale. À cette époque, ils s'entendaient bien, ils ont voté ça ensemble, avec l'appui enthousiaste de la droite et de l'extrême droite, qui se disait, tiens, une mairie de gauche qui privatise, voilà, c'est très bien. Et c'est la société Scolarest qui, depuis, gère notre restauration scolaire et municipale. Alors, quel bilan on peut tirer de ça? D'abord, une précision, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si notre restauration a été privatisée, c'est Scolarest qui s'occupe de tout. Attention, attention. Les travaux, l'entretien, les salaires des personnels, les produits qui rentrent dans la confection des repas, tout reste payé par l'usager à travers son ticket. D'accord? La société Scolarest ne fait que gérer tout ça. Mais c'est pas elle qui paye, qui nous a payé la cuisine centrale ou qui paye les travaux dans les écoles, dans les offices. Non, ça vous est facturé à travers vos tickets, vos enfants évidemment, et à travers vos impôts. Donc quand on privatise, le coût des investissements reste à la charge de la collectivité. Donc on a ce système-là qui a été mis en place, et ce qu'on constate, c'est que Scolarest nous facture
pour un repas, ce qu'il faut pour confectionner le repas, plus la marge bénéficiaire. Scolares, c'est une grosse société, un grand groupe, c'est pas une coopérative, ni une petite boutique d'artisans, c'est un grand groupe, hein, implanté à l'échelle internationale, et c'est pas une association à but non lucratif, donc quand ils viennent s'occuper de la restauration à saut vide, pour dégager un bénéfice. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2008, on a une société qui nous ponctionne chaque année 100 000 € sur le prix des repas. Hein. 100 000 €, ça fait à peu près 34 centimes par ticket. Et ces 100 000 €, on n'aurait pas à les payer si notre restauration scolaire était en service public. Depuis, alors ils n'appellent pas ça un bénéfice, on va rentrer dans le détail, ils appellent ça les frais de structure, c'est-à-dire ce qu'ils prennent pour s'occuper, donc ce qui remonte à la société mère, au groupe, pour s'occuper, soi-disant, de notre cantine. Ça, ce sont des frais que nous n'aurions pas à payer si nous étions en régie publique. Donc c'est une somme considérable, hein. Depuis 2009, on a calculé que ça faisait 415 000 € qui était déjà parti, c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose, soit à alléger le montant des factures, soit à faire en sorte que la qualité des repas soit améliorée. Voilà, alors nous avions voté contre la privatisation, nous continuons donc à revendiquer plus que jamais le retour de la restauration en régie publique, et la surprise cette année, en lisant les programmes de l'USPAN et de Pierre Bourguignon, on s'aperçoit qu'il déclare qu'il faudra étudier le retour en régie publique de la restauration scolaire municipale. Alors déjà, c'est un grand progrès, il faut être honnête, il faut toujours souligner les progrès des uns et des autres, parce qu'en 2008, quand ils ont privatisé la restauration, ils n'ont même pas pris la peine d'étudier la possibilité du retour en régie publique. On avait eu l'appel d'offres qu'ils avaient lancé pour avoir une société de conseil pour savoir quoi faire. Eh bien, dans le cahier des charges de la société de conseil, il y avait marqué « Étude des différents scénarios de délégation du service aux entreprises privées ». C'est-à-dire qu'on ne demandait même pas à cette société d'étudier la possibilité de retour en public. Bon. Donc ils progressent, mais ça signifie quoi étudier dans leur tête? Parce que ça sous-entend quand même que ce serait quelque chose de difficile, de compliqué, voire qui pourrait être impossible. Il faut arrêter de rigoler. Si on prend la décision de faire revenir les cantines au service public, on l'annonce, on se fixe ça comme objectif et on le fait. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il faut quand même rappeler que l'écrasante majorité des cantines de l'agglomération rouennaise sont en régie publique, comme l'écrasante majorité des cantines en France sont en service public. C'est la privatisation qui est l'exception en la matière. Et le retour au public, c'est quelque chose qui peut se faire. Rouen l'a fait, la ville de Rouen l'a fait en 2011, et Bois-Guillaume, commune administrée par l'UMP, a décidé de le faire cette année. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire, loin de là. Et ce qu'on constate, si on prend l'exemple de Rouen, qui est revenu en service public en 2011, c'est que ça a permis des économies, mais ça a aussi permis que la ville choisisse des fournisseurs directement. Ça a permis que la ville de Rouen fasse des partenariats avec des agriculteurs et des artisans locaux pour fournir des produits et des plats à la cuisine centrale de Rouen qui fait 5500 repas par jour quand même. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, à un tarif de 30 centimes d'euros pour les plus démunis, et ils arrivent aujourd'hui à un total de 80% de produits frais dans les repas, 60% de produits locaux et 30% de bio. Autant dire qu'à Sotteville on en est loin. On en est vraiment loin. Ça, c'est possible avec le retour en service public. Ça permet non seulement de faire des économies, mais de faire ce genre de partenariat avec des agriculteurs ou des artisans locaux. Et puis, juste une dernière précision, ça permet aussi, quand on est en service public, de faire des coopérations entre communes, des mutualisations de coûts, et de faire, par exemple, une politique d'achat groupé entre différentes communes, qui sont évidemment plus intéressantes du point de vue financier. Voilà. Ça, c'est ce que préparent Rouen et Bois-Guillaume, par exemple, pour l'année prochaine. Bien, alors, j'ai déjà été un petit peu long, contrairement à ce que j'avais dit.
Mais je crois que ça valait un petit peu le coup de détailler. Donc c'est l'essentiel de nos propositions. On peut préciser. Je crois que place au débat. Et peut-être qu'on peut commencer par donner la parole au collectif des parents et enseignants qui a des choses à nous dire sur ce sujet.